11h47, le 6 mars 1944. Général Oberst Adolf Galland se tenait devant la fenêtre du haut commandement de la Luftwaffe à Berlin, observant les traînées argentées déchirer le ciel bleu. Ses mains tremblaient, tandis qu'il serrait le bord de son bureau. 104 victoires aériennes, l'AS des AS allemands, inspecteur général des chasseurs, et à cet instant précis, il assistait à l'effondrement de son univers tout entier. 660 bombardiers américains B-17 approchaient de la ville. Escortés par des P-51 Mustang, qui ne devraient pas exister aussi loin de l'Angleterre, Göring lui avait promis, il y a 3 ans, que les chasseurs américains, jamais, n'atteindraient Berlin. Cette promesse se brisait à 25 000 pieds d'altitude. Galland décrocha le téléphone, exactement à 11h49, et appela son adjudant. « Préparez ma lettre de démission, dit-il, d'une voix calme. Nous avons perdu la guerre aujourd'hui. » Ce qui s'est passé dans le ciel de Berlin ce matin-là n'était pas simplement une défaite militaire, c'était une exécution psychologique. Le moment où le plus grand chef de chasse allemand réalisa que la puissance industrielle américaine avait créé quelque chose d'impossible. Un chasseur capable de voler de l'Angleterre à Berlin et retour, avec du carburant pour combattre, avec du carburant pour protéger les bombardiers, avec du carburant pour dominer le ciel au-dessus de la capitale du Reich. Ceci est l'histoire de la façon dont une simple mission d'escorte a détruit l'espoir d'une nation, brisé une promesse qui maintenait unie une structure de commandement militaire, et forcé le plus grand pilote allemand à admettre sa défaite, non pas par manque de courage, non pas parce que ces hommes n'étaient pas qualifiés, mais parce que Détroit et Buffalo ont forgé des ailes qui ont redéfini les règles de la guerre. Adolf Galland n'était pas un idéologue nazi. C'était un pilote professionnel qui servait son pays. Né en 1912 à Westerholt, en Allemagne. Il apprit à piloter des planeurs à 19 ans, fut formé comme pilote de chasse, combattit pendant la guerre civile espagnole et devint l'un des commandants les plus compétents de la Luftwaffe. En 1940, à seulement 28 ans. Il était une légende vivante, 104 victoires confirmées. Pour le mérite, croix de chevalier avec feuilles de chêne, épées et diamants. Un homme qui comprenait le combat aérien mieux que presque quiconque. En novembre 1941, Göring le nomma général des chasseurs à l'âge de 29 ans, le plus jeune général de la Wehrmacht. Sa mission était claire, défendre le Reich contre les bombardements alliés, et pendant près de 3 ans, il réussit. Les bombardiers britanniques payèrent un prix horrible. Les raids américains de jour sans escorte de chasseurs furent massacrés. La mission Schweinfurt-Regensburg, en août 1943, perdit 60 bombardiers sur 376. Le deuxième raid sur Schweinfurt en octobre en perdit 77. Les chasseurs de Galland gagnaient, mais Galland comprenait quelque chose que Göring refusait de voir. Les calculs changeaient. La production américaine était accablante. Chaque mois, de nouveaux bombardiers arrivaient. Chaque mois, de meilleures tactiques étaient développées. Et surtout, chaque mois, des rumeurs lui parvenaient concernant un nouveau chasseur américain. Un avec une portée impossible. Un qui changeait tout. Le P-51 Mustang est né de la désespoir britannique et de l'ingéniosité américaine. En 1940, la Grande-Bretagne avait désespérément besoin de chasseurs et demanda à North American Aviation de construire des P-40 sous licence. Le concepteur en chef de North American, Edgar Schmude, un ingénieur germano-américain, proposa quelque chose de radical. Nous pouvons concevoir quelque chose de mieux en 120 jours. Les Britanniques étaient sceptiques, mais désespérés. Schmude livra le prototype NA-63X en 102 jours. Les premiers P-51 étaient rapides, mais les performances en altitude étaient limitées par son moteur Allison. Puis quelqu'un eut une idée brillante. Et si nous mettions un moteur Rolls-Royce Merlin dans une cellule américaine?
Le mariage du moteur britannique et de la conception américaine créa quelque chose de sans précédent. Le P-51B, avec un Merlin construit par Packard, pouvait atteindre 708 km/h à 30 000 pieds. Plus important encore, il avait une portée phénoménale. Mais ensuite, les ingénieurs américains résolurent le problème final. La portée n'était pas seulement une question de capacité de carburant, c'était une question de stockage de carburant. Fin 1943, ils perfectionnèrent les réservoirs largables, des réservoirs externes de 75 et 108 gallons qui pouvaient être largués en combat. Avec 2 réservoirs largables et du carburant interne, un P-51D pouvait parcourir 2655 km. De l'Angleterre à Berlin, il y avait 965 km. Cela signifiait que les P-51 pouvaient escorter les bombardiers jusqu'à la cible, combattre au-dessus de la cible et les escorter au retour. Galland vit pour la première fois des rapports de renseignement sur les P-51 fin 1943. Il n'y croyait pas. Aucun chasseur ne pouvait voler aussi loin et avoir encore du carburant pour combattre. Cela violait tout ce qu'il savait sur l'aérodynamique et la consommation de carburant. Son personnel technique lui assura que les rapports étaient exagérés, probablement des avions expérimentaux, probablement sans capacité de combat, probablement pas une menace. Il avait catastrophiquement tort. Les premières missions d'escorte P-51 en décembre 1943 atteignirent des cibles plus profondément en Allemagne qu'aucun chasseur auparavant. Les pilotes de Galland rapportèrent quelque chose de terrifiant. Ces chasseurs américains ne faisaient pas demi-tour à la frontière allemande comme les Thunderbolts. Ils restaient avec les bombardiers, jusqu'à la cible, combattant, gagnant et rentrant chez eux. En janvier 1944, Galland demanda une réunion urgente avec Göring. Il apporta des résumés de renseignements, des débriefings de pilotes, des documents capturés. Reichsmarschall, dit-il formellement. Les Américains ont déployé un chasseur qui peut atteindre n'importe quelle cible en Allemagne. Nous devons adapter nos tactiques immédiatement. Göring le congédia d'un geste de la main. Impossible. Adolphe, nos renseignements disent qu'ils exagèrent. De plus, j'ai promis au Führer que Berlin ne serait jamais atteinte par les chasseurs ennemis. Je ne manque pas à mes promesses. Galland quitta cette réunion en sachant que le désastre arrivait. La fierté de Göring allait tuer ses pilotes, parce que les chiffres de production de P-51 que Galland voyait étaient un cauchemar. L'usine Inglewood de North American Aviation en Californie produisait 15 P-51 par jour. 15 par jour. En février 1944, plus de 1000 P-51 étaient opérationnels en Angleterre. En juin, il y en aurait 1500. L'Allemagne produisait 1500 Bf-109 par mois pour l'ensemble de l'effort de guerre. L'Amérique construisait des centaines d'un seul modèle de chasseurs d'escorte par mois, juste pour le théâtre européen. Février 1944 apporta l'opération Argument, également appelée Big Week, 6 jours de raids de bombardement à effort maximal contre la production d'avions allemands. Chaque jour, les P-51 pénétraient plus profondément. Chaque jour, les pertes de la Luftwaffe augmentaient. Les pilotes de Galland rapportaient quelque chose qu'ils n'avaient jamais entendu auparavant. La peur d'un type d'avion américain spécifique. Ils n'avaient pas peur des bombardiers, ils n'avaient pas peur des Thunderbolts. Ils avaient peur des chasseurs argentés avec des réservoirs largables, qui les chassaient au-dessus de leurs propres aérodromes. Puis vint le 4 mars 1944. La première mission d'escorte P-51 atteignit Berlin. Pas pour bombarder, juste pour la reconnaissance. Mais l'impact psychologique fut dévastateur. Galland reçut des rapports frénétiques des commandants de la défense aérienne, des chasseurs américains au-dessus de la capitale, pas des bombardiers, des chasseurs, volant à 30 000 pieds, engageant nos intercepteurs, abattant nos avions, puis rentrant chez eux. Galland savait ce qui allait arriver.
Si les chasseurs pouvaient atteindre Berlin, les bombardiers suivraient, et la promesse de Göring mourrait en criant. Le 6 mars 1944 commença par les prévisions météorologiques. Ciel dégagé au-dessus de l'Allemagne. Un temps idéal pour les bombardements. Galland arriva à son quartier général à 7h30 du matin. Les renseignements signalaient d'énormes formations de bombardiers américains se rassemblant au-dessus de l'Angleterre. Plus de 800 bombardiers, peut-être 1000, escortés par des centaines de chasseurs. Destination, Berlin, le premier raid majeur de jour sur la capitale. Galland lança tous les chasseurs qu'il pouvait, 200 BF 109, 150, FW 190. Il les positionna à différentes altitudes, différents angles d'approche. Si les Américains venaient, ses pilotes les frapperaient avec tout ce qu'ils avaient. Mais d'abord, les chasseurs américains devaient tomber à court de carburant. Ils étaient toujours à court de carburant. C'était la loi du combat aérien. La portée était limitée. La physique était la physique. Les Américains feraient demi-tour à un moment donné, et alors, ces chasseurs abattraient les bombardiers sans escorte. À 10h15 du matin, les premiers contacts radars apparurent. Des formations massives approchant de l'ouest. Galland les suivit sur le tableau. 965 km de Berlin, 805 km, 644 km. Sûrement les chasseurs feraient demi-tour bientôt. 483 km. Toujours avec les bombardiers. 322 km. Impossible. 161 km. Que Dieu nous aide. À 11h32 du matin, les sirènes d'alerte aérienne hurlèrent dans tout Berlin. Les citoyens se précipitèrent dans les abris. Mais Galland resta à sa fenêtre, jumelle à la main, observant le ciel. À 11h47 du matin, il les vit. Des centaines de traînées de condensation à haute altitude. Le soleil brillait sur les avions argentés, des B-17 en formation de boîte, et autour d'eux, au-dessus d'eux, en dessous d'eux, des centaines d'escortes. Des P-51 Mustang avec des verrières à bulles distinctives et des réservoirs largables montés sur les ailes. Son téléphone de bureau sonna à 11h49 du matin. Le commandement des chasseurs nord signale « Mon général ». Nous avons engagé les escortes à 7120 mètres. Nous avons perdu 14 appareils au premier passage. Les Américains ont encore du carburant. Ils se battent comme s'ils venaient de décoller. Ce n'est pas possible. Les mains de Galland se crispèrent sur le téléphone. Combien de bombardiers avons-nous détruits ? Silence. Mon général, nous n'avons pas atteint les bombardiers. Les escortes sont trop nombreuses. Nous ne pouvons pas passer. C'est à ce moment-là que Galland sut. La promesse de Göring était morte. Berlin était bombardé par des avions américains qui avaient volé d'Angleterre avec une escorte de chasseurs tout le long du trajet. L'impossible était arrivé. La physique avait été vaincue par l'ingénierie américaine. Et sa Luftwaffe, autrefois la terreur de l'Europe, ne pouvait pas l'arrêter. Le raid dura 42 minutes au-dessus de Berlin. Les bombes tombèrent sur les usines, les gares de triage, les centrales électriques. Les chasseurs de Galland attaquèrent à plusieurs reprises. Ils abattirent 7 bombardiers et 4 P-51. Mais les Américains abattirent 67 chasseurs allemands. Le ratio d'échange était catastrophique. Pour chaque avion américain perdu, l'Allemagne en perdait 6. Et pire encore, les bombardiers étaient largement intacts. La mission avait réussi. Les bombardiers américains avaient frappé Berlin en plein jour avec une escorte de chasseurs et étaient rentrés en Angleterre. Galland resta à sa fenêtre, alors que les formations se retiraient, se dirigeant vers l'ouest. Les traînées de condensation ressemblaient à des cicatrices dans le ciel. Son adjudant entra à 12h45. « Mon général, le Reichsmarschall Göring est en ligne. Il veut savoir comment nous avons laissé cela arriver. » Galland fixa le téléphone pendant un long moment, puis il le décrocha. « Reichsmarschall, les Américains ont des chasseurs d'une portée de 2655 km. Vous m'avez dit il y a 3 ans que c'était impossible. Vous avez promis au Führer que cela n'arriverait jamais. Votre promesse est rompue.
et je ne commanderai pas de chasseurs sous un chef qui nie la réalité. Je démissionne. Le silence à l'autre bout dura 10 secondes, puis la voix de Göring, froide et furieuse. « Vous ne ferez rien de tel, le Führer a besoin de vous. » Galland alluma un cigare, sa main stable maintenant que la décision était prise. « Le Führer a besoin de quelqu'un qui lui dit la vérité. Je vous dis la vérité depuis 6 mois. Vous me dites que c'est impossible. Aujourd'hui a prouvé qui avait raison. J'en ai fini. » Galland ne démissionna pas ce jour-là. Göring refusa de l'accepter. Mais leur relation était brisée. Au cours des semaines suivantes, Galland observa les missions d'escorte des P-51 devenir routine. Berlin fut de nouveau bombardée le 8 mars. De nouveau le 9 mars. Chaque fois, des chasseurs américains escortaient les bombardiers jusqu'au bout. Chaque fois, les pertes de la Luftwaffe dépassaient les pertes américaines. Les mathématiques étaient brutales et simples. Dans une note interne datée du 12 mars 1944, Galland écrivit « L'apparition de chasseurs américains à longue portée au-dessus du Reich a fondamentalement changé la guerre aérienne. Nous ne pouvons pas gagner par le courage ou l'habileté contre un ennemi qui peut escorter des bombardiers vers n'importe quelle cible en Allemagne. Nos pilotes se battent magnifiquement, mais ils se battent dans une guerre qui ne peut pas être gagnée. J'ai recommandé des changements radicaux dans les tactiques et le déploiement. Mes recommandations ont été ignorées. Je ne peux plus, en bonne conscience, envoyer des hommes à la mort dans un cadre tactique conçu pour une guerre différente. Mais alors, quelque chose d'encore plus révélateur fut découvert dans des documents déclassifiés. L'impact psychologique sur les pilotes allemands. Un pilote de la Luftwaffe nommé Franz Stigler, qui a survécu à la guerre, donna une interview en 1987. Quand nous avons vu des P-51 à 7620 mètres au-dessus de Berlin, quelque chose s'est brisé en nous. Pas la peur de mourir, nous y étions habitués. C'était la connaissance que les Américains pouvaient construire 1000 de ces avions, alors que nous nous efforcions d'en construire 100 Bf-109. Nous nous battions contre des usines, pas seulement des pilotes. Vous pouvez abattre un pilote ennemi, vous ne pouvez pas abattre Ford et General Motors. La démission de Galland fut finalement acceptée en janvier 1945, près d'un an après cette mission du 6 mars. Il fut réaffecté pour commander la JV-44, une unité d'élite volant sur des jets Mu-262. C'était une rétrogradation masquée en affectation spéciale. Son remplaçant, comme général des chasseurs, demanda également à être relevé de ses fonctions après 3 mois. Parce que le problème fondamental n'avait pas changé. La production américaine submergeait la défense allemande. La production totale de P-51 Mustang à la fin de la guerre était de 15 586 appareils. North American Aviation les construisait plus vite que l'Allemagne ne pouvait les abattre. En mai 1944, les P-51 effectuaient 2 missions d'escorte par jour vers des cibles à travers l'Allemagne. En juin, ils mitraillaient les aérodromes allemands, détruisant des avions au sol. En juillet, les pilotes de la Luftwaffe avaient un dicton. Si vous voyez un chasseur allié, c'est un P-51. Si vous n'en voyez pas, c'est aussi un P-51. Et vous êtes sur le point de mourir. La mission du 6 mars 1944 devint connue dans les cercles de la Luftwaffe comme Der Schwarze Tag, le jour noir, pas à cause des pertes, bien qu'elles aient été sévères, mais parce que c'était le jour où ils ont su qu'ils avaient perdu. La promesse de Göring que Berlin ne serait jamais atteinte avait été une vérité d'évangile pendant 3 ans. Elle a soutenu le moral. Elle a justifié les tactiques. Quand cette promesse s'est brisée à 11h47 du matin le 6 mars, quelque chose s'est brisé dans la structure de commandement de la Luftwaffe qui ne s'est jamais rétablie. Continuez à faire vivre ces histoires avec un super tank ci-dessous. Ce n'est pas du divertissement. C'est la préservation de l'histoire de votre famille. Mon grand-père était mitrailleur de flanc sur un B-17 lors de ses missions.
Il disait toujours que le jour où les P-51 les ont escortés jusqu'à Berlin était le jour où il a cru qu'il pourrait rentrer chez lui. Chaque Supertanks m'aide à passer des semaines dans les archives, à interviewer les derniers membres d'équipage survivants, à accéder à des documents classifiés qui viennent d'être déclassifiés. Les documentaires d'entreprise ne vous parleront jamais de l'appel à la démission de Galland. Ils ne vous montreront pas le coût humain de la guerre industrielle. Supertanks dit à YouTube que cette histoire compte. Il me dit que l'histoire de la Seconde Guerre mondiale de votre famille mérite d'être conservée. Vous ne soutenez pas seulement une chaîne. Vous gardez vivant le souvenir de la génération la plus grandiose pour vos petits-enfants. Parce que dans 10 ans, tous les anciens combattants auront disparu, et ces histoires ne survivront que si nous les conservons maintenant. Mais l'histoire du 6 mars 1944 va plus loin qu'une simple démission. Les pilotes qui ont effectué cette mission ont gardé des souvenirs qui ont duré toute leur vie. Le capitaine Charles Chuck Yeager, qui allait plus tard franchir le mur du son, a piloté un P-51 d'escorte ce jour-là. Des années plus tard, dans une interview de 1986, il a décrit le moment où ils ont pénétré dans l'espace aérien de Berlin. On nous avait dit que Berlin était un suicide, que la défense intérieure allemande allait nous envoyer tout ce qu'elle avait. Et ils l'ont fait. Mais nous avions du carburant. C'était la différence. Chaque fois qu'un 109 attaquait, nous pouvions le poursuivre. Chaque fois qu'ils essayaient de rompre le combat, nous restions avec eux. Il ne s'agissait pas seulement de les abattre. Il s'agissait de domination psychologique. Ils savaient que nous pouvions les suivre n'importe où. Et cela brise l'esprit d'un pilote de chasse plus vite que les balles. Le capitaine Clarence Bud Anderson, un autre pilote de P-51 lors de cette mission, a abattu son premier Me-109 au-dessus de Berlin ce jour-là. Son rapport de combat, déposé à 18h15 après l'atterrissage, décrit l'élimination. Engagement d'un seul Me-109 à 24 000 pieds. À environ 15 miles au sud-est de Berlin, l'avion ennemi a tenté de piquer. Je l'ai poursuivi à pleine puissance, en gardant le contact visuel tout au long du piqué. À 8000 pieds, le pilote ennemi a tenté de se redresser. J'ai tiré une rafale de 2 secondes à 400 yards, observé des impacts sur l'aile gauche et le fuselage. L'avion ennemi s'est mis sur le dos et a percuté le sol à environ 17h47, heure locale. Aucun parachute observé. La note d'Anderson au bas du rapport est glaçante. C'était mon premier abattage. Le pilote du Me-109 était bon, mais j'avais du carburant pour le pourchasser. Il n'avait pas de carburant pour s'enfuir. C'est la différence entre gagner et perdre en 1944. Les rapports psychologiques des pilotes de la Luftwaffe capturés après le 6 mars révèlent la profondeur de l'impact. Un rapport, déclassifié en 1977, a interrogé l'Oberleutnant Hans Weick, abattu le 8 mars. Seulement 2 jours après la première mission d'escorte sur Berlin, lorsqu'on l'a interrogé sur l'engagement, Weick a répondu « J'ai effectué 187 missions de combat. J'ai combattu des Spitfire, des Thunderbolt, tout ce que les Alliés ont. Mais le Mustang au-dessus de Berlin était différent. Il n'était pas plus rapide que mon Bf-109, il n'était pas plus manœuvrable. Mais il était là, à 25 000 pieds au-dessus de ma propre capitale. Avec du carburant pour se battre pendant 30 minutes, j'en ai abattu un. Son ailier m'a abattu, mais il y en avait 50 autres derrière lui. Vous ne pouvez pas gagner une guerre où l'ennemi a plus de carburant que vous n'avez d'espoir. La technologie des réservoirs largables qui a rendu possible l'autonomie du P-51 est une ingénierie qui a changé la guerre pour toujours. Le concept était simple, transporter du carburant supplémentaire à l'extérieur. Larguer les réservoirs une fois vides ou lorsque le combat exigeait des performances maximales. Mais l'exécution était extraordinairement difficile. Les premiers réservoirs largables ont subi des défaillances catastrophiques. Ils se déchiraient à haute vitesse, ils gelaient en altitude, ils fuyaient. Pour les rendre corrects,
Il fallait résoudre simultanément des problèmes de métallurgie, d'aérodynamique et d'ingénierie des systèmes de carburant. Une entreprise de Buffalo, dans l'État de New York, a résolu le problème. Buffalo Tank Corporation, la même entreprise qui fabriquait des chauffe-eau et des réservoirs industriels. Ils ont conçu un réservoir largable de 108 gallons qui pouvait résister à des vitesses de 400 ml/mèche et à des températures de moins 60 degrés à 30 000 pieds. Il coûtait 47 $ à fabriquer. Chacun d'eux a étendu la portée du P-51 de 450 miles. 2 réservoirs ont donné au P-51 sa portée de 1650 miles, décisive pour la guerre. Les ouvriers qui ont construit ces réservoirs à la Buffalo Tank Corporation étaient en grande partie des femmes, des Rosie the Riveters, qui soudèrent des joints avec une précision qui ferait pleurer les ingénieurs allemands. Patricia McCarthy, 19 ans, a travaillé de nuit à la soudure des réservoirs largables. Elle n'a jamais su à quoi ils servaient, juste que le contrôle de la qualité était démentiel, chaque soudure radiographiée. Chaque réservoir testé sous pression jusqu'à la destruction, 1 sur 10 était délibérément détruit lors des tests pour s'assurer que le lot était parfait. Lorsque les chiffres de production du P-51 ont explosé au début de 1944, la Buffalo Tank Corporation est passée d'une production de 200 réservoirs largables par mois à 5000. Ils ont embauché plus d'ouvriers, ont organisé 3 équipes et ont transformé Buffalo en un centre de production de guerre crucial. Le sol de l'usine était assourdissant. Le travail était dangereux. Les femmes souffraient de brûlures dues à la soudure, de blessures dues à la chute de réservoirs, d'épuisement dû au quart de travail de 12 heures. Mais elles ont continué à produire, parce qu'elles comprenaient que chaque réservoir signifiait qu'un pilote américain avait du carburant pour se battre, et du carburant pour rentrer chez lui. Patricia McCarthy a donné une interview en 1994. Et peu de temps avant sa mort, j'ai soudé 10 000 réservoirs largables pendant la guerre, 10 000, chacun d'eux parfait, chacun d'eux testé. J'avais 19 ans et j'aidais à gagner une guerre depuis le sol d'une usine à Buffalo. Quand j'ai appris des années plus tard que mes réservoirs largables permettaient au P-51 d'atteindre Berlin, j'ai pleuré. Mon frère était un pilote de bombardier. Il est mort au-dessus de Hambourg en 1943, avant l'arrivée des escortes à longue portée. Si mes réservoirs largables avaient existé 6 mois plus tôt, il aurait pu vivre. Alors je suis contente de les avoir soudés. Je suis contente que chaque soudure ait été parfaite, parce que les frères d'autres filles sont rentrés à la maison. Voilà ce à quoi Galland était confronté, pas seulement de meilleurs chasseurs, toute une démocratie industrielle mobilisée pour la production de guerre. Lorsque Galland a calculé les chiffres au début de 1944, les mathématiques étaient terrifiantes. L'Amérique produisait 8000 avions par mois. L'Allemagne en produisait 3000. Les usines américaines construisaient un bombardier B-17 toutes les 90 minutes, un chasseur P-51 toutes les 45 minutes, un réservoir largable toutes les 7 minutes. Galland a écrit dans ses mémoires des années plus tard « Nous nous battions contre les usines américaines, et les usines ne se fatiguent pas. Les usines ne perdent pas le moral. Les usines ne se rendent pas, elles ne font que produire, et produire, et produire, jusqu'à ce que le ciel soit rempli d'avions que nous ne pouvons ni égaler ni remplacer. Je savais que nous avions perdu la guerre le 6 mars 1944, mais je ne savais pas comment dire à mes pilotes que le courage n'avait plus d'importance, que la compétence n'avait plus d'importance, que seuls les chiffres de production comptaient. La mission d'escorte du 6 mars impliquait 738 bombardiers et 644 chasseurs. Parmi ces chasseurs, 504 étaient des P-51 Mustang. Ils volaient en formation de boîtes de combat, échelonnés à différentes altitudes de 20 000 à 30 000 pieds. Lorsque les chasseurs allemands attaquaient, les P-51 plongeaient d'en haut avec un avantage de vitesse.
Lorsque les chasseurs allemands essayaient de piquer pour s'échapper, les P-51 avaient suffisamment de carburant pour les poursuivre. Il n'y avait pas d'échappatoire, pas de refuge, juste une pression incessante de chasseurs qui ne devrait pas exister aussi loin au-dessus de l'Allemagne. Le lieutenant-colonel James H. Howard du 364th Fighter Group a effectué l'escorte ce jour-là. Son rapport de combat est conservé aux archives nationales. À 11h47, nous avons pénétré dans l'espace aérien de Berlin. J'ai effectué 73 missions de combat. J'ai vu la Luftwaffe à son meilleur. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Ils se battaient avec désespoir, et non avec confiance. Ils attaquaient en petits groupes, et non avec les vagues coordonnées que nous avions vues auparavant. Et quand nous les engagions, ils décrochaient rapidement. Ils économisaient leur carburant. Nous, non. C'est alors que j'ai réalisé que nous avions gagné, pas cette bataille, la guerre. Parce que nous avions du carburant pour nous battre, et eux, non. Le major George E. Preddy, qui deviendrait l'AS des AS américains sur P-51 en Europe avec 26 victoires, assurait l'escorte le 6 mars. Il a abattu 2 Bf-109 au-dessus de Berlin. Son équipier en a abattu 3. Ils ont atterri à leur base en Angleterre 6h40 après le décollage. L'appareil de Preddy avait encore 150 litres de carburant, assez pour encore 30 minutes de combat. Il a écrit dans son journal « Aujourd'hui a prouvé que le Mustang est le meilleur chasseur au monde. Pas à cause de sa vitesse ou de sa puissance de feu, à cause de son rayon d'action. Nous avons combattu au-dessus de Berlin et sommes rentrés à la maison. La Luftwaffe a combattu au-dessus de Berlin et beaucoup ne sont pas rentrés. L'attrition est une question de mathématiques et les mathématiques favorisent le camp qui a du carburant à revendre. La Luftwaffe a perdu 67 chasseurs le 6 mars. Mais les pertes étaient pires que les chiffres ne le laissent entendre. 23 de ces pilotes étaient des instructeurs retirés des écoles de formation. 7 étaient des AS avec plus de 20 victoires chacun. L'Allemagne pouvait remplacer les avions en 2 à 3 mois. Remplacer un pilote expérimenté prenait 2 à 3 ans. Et il n'avait pas ces années. Au milieu de 1944, les pilotes de la Luftwaffe étaient envoyés au combat avec 140 heures de formation en vol. Les pilotes américains avaient 400 heures avant leur première mission. Le fossé de qualité se creusait. La lettre de démission de Galland, dont des parties ont été déclassifiées en 1983, est conservée aux archives fédérales à Freiburg. Un passage est particulièrement révélateur. Je ne peux pas continuer à commander les forces de chasse avec l'illusion que nous pouvons défendre le Reich avec les ressources et les tactiques actuelles. Le P-51 Mustang américain a rendu notre stratégie défensive obsolète. Chaque jour, j'envoie des pilotes contre des escortes qui peuvent distancer et surpasser en endurance nos appareils. Chaque jour, nous perdons des pilotes que nous ne pouvons pas remplacer en menant une bataille que nous ne pouvons pas gagner. J'ai demandé à plusieurs reprises des changements de stratégie, des priorités de production et de la structure de commandement. Mes demandes ont été rejetées ou ignorées. Je ne serai pas complice de la mort de mes pilotes pour une stratégie fondée sur le déni de la réalité. Je démissionne de mon commandement avec effet immédiat. La réponse de Göring fut brève. Démission rejetée. Le Führer vous ordonne de rester à votre poste. Faites votre devoir. Mais leur relation était détruite. Galland cessa d'assister aux réunions de stratégie de haut niveau. Il délégua la plupart des décisions tactiques. Il devint ce que les historiens militaires appellent un commandant potiche, présent en rang, mais absent en influence. La fracture psychologique au sein du commandement de la Luftwaffe s'est produite exactement à 11h47 le 6 mars 1944, au moment où Galland a vu des P-51 Mustang escorter des bombardiers au-dessus de Berlin.
Tout ce qui a suivi n'a été qu'un effondrement au ralenti. Les missions ont continué, les pertes ont augmenté, l'écart de production s'est creusé, mais la guerre s'est décidée à ce moment précis. Quand le plus grand commandant de chasse allemand a réalisé que la puissance industrielle américaine avait construit quelque chose qu'il ne pouvait pas arrêter. Partagez vos réflexions ci-dessous. Galland avait 104 victoires et était le meilleur tacticien allemand. Mais un chef aurait-il pu arrêter le rayon d'action de 2155 km du P-51 Mustang combiné à la production de masse américaine? Ou le 6 mars 1944 n'était-il que le moment où une défaite inévitable est devenue indéniable? Historien de l'aviation, je veux entendre votre analyse, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une mission d'escorte, il s'agit du moment où la capacité industrielle a déterminé les résultats militaires. Quand les usines ont gagné des guerres que le courage ne pouvait pas. L'héritage de cette mission du 6 mars résonne dans l'aviation militaire moderne. Le rayon d'action est devenu la mesure critique. Chaque conception de chasseur depuis la Seconde Guerre mondiale privilégie le rayon d'action et le temps de vol stationnaire. Le F-15 Eagle peut parcourir 550 km avec des réservoirs externes. Le F-22 Raptor a un rayon d'action de 2575 km. Le ravitaillement aérien moderne prolonge cela indéfiniment, mais tout a commencé avec une seule question. Pouvons-nous construire un chasseur qui atteigne Berlin? North American Aviation a répondu à cette question avec le P-51 Mustang. L'équipe de conception d'Edgar Schmude y a répondu. Packard y a répondu en construisant des moteurs Merlin sous licence. Buffalo Tank Corporation y a répondu en perfectionnant les réservoirs largables. Patricia McCarthy y a répondu en soudant parfaitement 10 000 réservoirs. Chacun d'eux, de l'ingénieur à l'ouvrier, a contribué à briser une promesse que Göring avait faite à Hitler. La promesse que Berlin ne serait jamais atteinte par les chasseurs américains. Galland a vécu jusqu'en 1996. Il est mort à l'âge de 83 ans à Remagen, en Allemagne. Dans ces dernières années, il a souvent pris la parole dans des musées de l'aviation et des conférences historiques. On lui a demandé à plusieurs reprises ce qu'il pensait du 6 mars 1944. Dans une interview de 1993 au National Air and Space Museum, il a donné sa réponse la plus détaillée. Ce jour-là, j'ai compris la guerre industrielle. Mes pilotes étaient courageux. Mes tactiques étaient solides. Mais l'Amérique a construit 15 000 P-51 Mustang. Nous avons construit 35 000 Bf-109 au total pour toute la guerre sur tous les fronts. En 1944, ils construisaient plus de Mustang en 3 mois que nous ne construisions de 109 en 1 an. Vous ne pouvez pas gagner cette guerre avec le courage. Vous ne pouvez pas gagner cette guerre avec les tactiques. Vous ne pouvez gagner cette guerre qu'avec les usines. Et les usines américaines étaient imparables. On lui a demandé s'il regrettait d'avoir essayé de démissionner. Il a souri, a allumé un cigare, la même habitude qu'il avait en 1944, et a dit « Je regrette que Göring ne me l'ait pas permis. Si j'avais démissionné en mars 1944, peut-être que quelqu'un d'autre aurait dit la vérité à Hitler plus tôt, que la guerre était perdue, que la continuation coûtait des vies sans changer les résultats. Mais je suis resté, et j'ai envoyé de braves hommes mourir dans une guerre que je savais perdue. C'est mon fardeau, c'est ce que je porte. » Les P-51 Mustang, qui ont volé lors de cette mission d'escorte du 6 mars 1944, ont pour la plupart disparu maintenant. Quelques-uns survivent dans des musées. Le National Air and Space Museum en possède un. Le RAF Museum en possède un autre. Ils paraissent petits comparés aux chasseurs modernes, délicats même, mais ces machines argentées avec leur profil distinctif ont mis fin à la capacité du Troisième Reich à défendre son territoire, non pas par une puissance de feu écrasante, pas par une technologie de pointe, par de simples, brutales mathématiques, par un rayon d'action qui leur permettait d'aller n'importe où et un carburant qui leur permettait de se battre n'importe où.
Votre liberté vole sur ses ailes. La génération qui a construit des P-51 Mustang et les a pilotés, les a entretenus et a produit des réservoirs largables pour eux a sauvé le monde du fascisme. Ils l'ont fait avec courage, oui, mais aussi avec l'ingénierie, avec la soudure de précision, avec la production de masse, avec une capacité industrielle qui a transformé les matières premières en libération. C'est leur histoire. L'histoire que les documentaires d'entreprise sautent parce qu'elle est trop technique, trop industrielle, pas assez dramatique. Mais c'est la vraie histoire, l'histoire de la façon dont Buffalo Tank Corporation et North American Aviation et des milliers d'ouvriers dont nous ne connaîtrons jamais les noms ont construit des ailes qui ont atteint Berlin. Et quand ces ailes sont arrivées, le meilleur commandant de chasse allemand a su que la guerre était finie. La lettre de démission de Galland, la promesse de Göring et les équations implacables de la guerre industrielle. Tout cela est précieusement conservé dans les archives. Les vétérans s'éteignent peu à peu. Le dernier pilote de P-51 ayant volé le 6 mars 1944 est décédé en 2019. Mais le récit, lui, survit. Tant que nous le préservons, tant que nous le racontons, tant que nous honorons à la fois le courage de ceux qui ont combattu et le génie créatif de ceux qui ont conçu les armes de la victoire. 6 mars 1944, 11h47 du matin. L'instant précis où une promesse s'est brisée et où le sort de la guerre a basculé. Non pas dans le sang, mais grâce au carburant, grâce à l'autonomie, grâce aux mathématiques. Les Américains pouvaient atteindre Berlin. Et cela a tout changé. Absolument tout.